Retirez vos mains d'elle immédiatement. Le cri résonna avec une violence inouïe à travers la salle à manger du Palais de l'Élysée, le restaurant le plus exclusif et le plus coûteux de tout Paris, faisant taire instantanément le tintement délicat des verres en cristal baccarat et les murmures des conversations feutrées de l'élite française. Sarah Martin, une jeune serveuse de 24 ans dont le compte en banque affichait un solde désespérant de 3,50 €, se tenait debout, rigide et tremblante, tel un bouclier humain entre une petite fille terrifiée et muette, et un gérant furieux dont le visage était déformé par la colère. Sarah savait, avec une certitude glaciale qui lui tordait l'estomac, qu'elle était sur le point de tout perdre. Son emploi précaire, l'argent nécessaire pour payer son loyer en retard, et peut-être même son avenir dans cette ville impitoyable. Mais lorsque les lourdes portes en chaîne massive du restaurant s'ouvrirent à la volée, laissant entrer le milliardaire le plus redouté de la capitale, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse arrêter la serveuse insolente. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui provoqua la stupéfaction générale et changea la vie de Sarah à jamais. Une histoire que vous devez absolument entendre pour comprendre la véritable nature de la justice et de l'amour. La pluie à Paris, ce soir-là, ne se contentait pas de tomber. Elle s'abattait sur les pavés luisants des Champs-Élysées avec une fureur grise et implacable, martelant les toits et les vitrines comme pour annoncer le drame qui se jouait, reflétant parfaitement l'humeur sombre de Sarah Martin alors qu'elle nouait son tablier blanc immaculé autour de sa taille fine. À 24 ans, Sarah en paraissait 5 de plus, les cernes violacées sous ses yeux noisettes témoignant des doubles services qu'elle enchaînait au Palais de l'Élysée, un établissement si haut de gamme que la carte des eaux minérales possédait sa propre reliure en cuir de veau pleine fleurs. La table 4 a besoin d'un nouveau magnum de Château Margaux 82. Et Sarah, pour l'amour du ciel, arrangez vos cheveux, on dirait que vous êtes venu à pied sous un ouragan. Aboya Gilles, le chef de salle, en passant devant elle comme une bourrasque de mépris parfumée à l'eau de Cologne bon marché. Je suis venu à pied, Gilles, ma voiture est en panne et le métro était bloqué, murmura Sarah, bien qu'elle prît soin de parler assez bas pour qu'il ne l'entende pas, lissant une mèche rebelle de ses cheveux blonds humides et collant sur son visage ce sourire professionnel et vide qui payait ses factures d'électricité. Le palais de l'Élysée était un endroit où les magnats de la technologie, les héritières de vieilles fortunes industrielles et les politiciens influents venaient pour voir et être vus, un monde de tons feutrés, de lumière tamisée et de musique de violon douce, le dernier endroit sur Terre où l'on s'attendrait à voir une enfant comme Léa. Il était 19h15, le pic absolu du service du dîner, lorsque les lourdes portes d'entrée grincèrent, et Sarah, qui tenait en équilibre un plateau d'huîtres et de caviar, la vit. La fille ne devait pas avoir plus de 7 ans, vêtue d'un imperméable jaune vif qui était 2 tailles trop grand pour sa frêle silhouette et de bottes de pluie boueuse qui couinaient affreusement contre le marbre immaculé du hall d'entrée. Ses cheveux étaient un enchevêtrement chaotique de boucles mouillées, et elle portait un grand casque anti-bruit rose sur ses oreilles, serrant contre sa poitrine un ours en peluche borgne et usé comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage dans un océan de terreur. Le restaurant tomba dans un silence de mort, non seulement parce qu'une enfant venait d'entrer, mais parce qu'elle était clairement seule, trempée jusqu'aux os et tremblant de tous ses membres. Sarah se figea, son cœur se serrant douloureusement dans sa poitrine, car la fille semblait terrifiée, ses yeux dartant autour de la pièce, submergée par l'éclat des lustres en cristal et les visages fixés sur elle. « Où sont les parents ?» chuchota bruyamment une femme à la table 6, une moue de dégoût sur le visage. « C'est ridicule, on ne peut plus dîner tranquille. » Sarah posa son plateau sur une station de service et fit un pas en avant, ses instincts maternels prenant le dessus sur sa formation rigoureuse, mais Gilles la devança, fondant sur l'enfant comme un vautour repérant une proie facile. « Excusez-moi, petite fille. » La voix de Gilles était tendue par l'agacement et le mépris. « Tu ne peux pas être ici, c'est un établissement privé. Sors immédiatement. » La fille ne répondit pas, elle ne le regarda même pas, commençant à se balancer d'avant en arrière sur ses talons, un bourdonnement sourd et rythmique s'échappant de sa gorge. Elle faisait de l'autostimulation, essayant désespérément de s'autoréguler dans un environnement qui agressait ses sens surchargés. « Génial !» soupira Gilles en regardant les clients avec un air d'excuse théâtrale. « C'est une vagabonde, elle vient probablement du foyer en bas de la rue. » Et il tendit la main, saisissant l'épaule de la fille avec rudesse. « Allez, gamine, dehors !» Au moment où la main de Gilles toucha son imperméable jaune, la fille laissa échapper un cri suraigu, tombant au sol et se recroquevillant en boule, le son perçant traversant la salle comme une lame. Oh, pour l'amour du ciel, s'éleva une voix perçante depuis la meilleure banquette de la maison, celle de Véronique de Valois, une mondaine connue pour 2 choses, l'argent du pétrole de sa famille et son manque absolu d'empathie. Elle se leva, sa serviette en lin à la main, et ordonna « Gilles, sortez cet animal sauvage d'ici immédiatement, j'essaie de savourer mon risotto aux truffes. » Sarah sentit une chaleur monter dans sa poitrine, une colère qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, et regardant la fille au sol, vulnérable, effrayée et clairement neurodivergente, puis la salle remplie d'adultes la regardant avec dégoût, elle ignora les autres tables et se précipita devant Gilles. « Ne la touchez pas !» dit Sarah, sa voix tremblante mais ferme. Gilles regarda Sarah comme si une deuxième tête lui avait poussé. « Pardon ? Martin, retournez à votre section, j'appelle la sécurité pour traîner cette sale gosse dehors. »
Ce n'est pas une sale gosse, Gilles, elle est terrifiée, rétorqua Sarah en s'agenouillant sur le sol en marbre coûteux, se moquant éperdument que la boue humide des bottes de la fille tache son uniforme impeccable. Sarah connaissait le protocole, le client est roi, l'atmosphère doit rester imperturbable, mais Sarah avait aussi un jeune frère autiste, Théo, resté en province, et elle connaissait ce regard dans les yeux de la fille. Ce n'était pas de la désobéissance, c'était une surcharge sensorielle totale. « Et toi » chuchota Sarah, gardant sa voix basse et douce, ne touchant pas la fille, s'asseyant simplement près d'elle pour créer une barrière entre l'enfant et la salle en colère. « Je m'appelle Sarah, j'aime ton ours, il a l'air d'être un ours très courageux. » La fille cessa de crier, bien qu'elle continuât à se balancer, et jeta un coup d'œil par-dessus ses bras, ses yeux bleus larges et humides de larmes fixés sur Sarah. « Martin » siffla Gilles, « levez-vous, vous embarrassez cet établissement. »« Je m'en occupe » répliqua Sarah sans lever les yeux. « Si vous l'attrapez encore, elle va paniquer davantage. Donnez-moi juste une minute. »« Vous n'avez pas une minute » hurla Véronique de Valois en s'approchant de sa table, dominant Sarah et l'enfant de toute sa hauteur. « C'est le palais de l'Élysée, pas une garderie pour sans-abri. Si vous ne la jetez pas dans la ruelle où est sa place, je m'assurerai qu'aucune de vous deux ne remette jamais les pieds dans cette ville. » La cruauté dans la voix de la femme fit gémir la petite fille qui essaya de reculer précipitamment, mais heurta un chariot de service. Un pichet d'eau glacée vacilla et tomba, s'écrasant sur le sol et éclaboussant les chaussures Prada en édition limitée de Véronique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Véronique regarda ses chaussures mouillées avec incrédulité, son visage virant à une nuance de rouge qui égalait le homard dans son assiette. « Espèce de petite misérable » hurla Véronique, levant la main comme pour frapper l'air ou l'enfant. Sarah ne réfléchit pas. Elle bougea par pur instinct, se jetant en avant et enveloppant ses bras autour de la petite fille, la tirant contre sa poitrine pour protéger le corps de l'enfant avec le sien. Sarah se prépara à l'impact, le dos tourné à Véronique et Gilles, le visage pressé contre l'imperméable jaune humide. « N'osez même pas » grogna Sarah, la douceur ayant disparu de sa voix. « C'est une enfant, c'était un accident. » Véronique baissa la main, réalisant que frapper une serveuse en public pourrait être désastreux pour son image, mais ses yeux étaient venimeux. Elle se tourna vers Gilles. « Gilles, je veux que cette serveuse soit virée sur le champ, et je veux que la police soit appelée pour ce petit vandale. » Gilles transpirait abondamment, car le père de Véronique possédait l'immeuble et perdre sa clientèle n'était pas une option. Il ajusta sa cravate et pointa un doigt tremblant vers Sarah. « Martin, » dit Gilles d'une voix glaciale, « éloignez-vous de cette fille, la sécurité arrive pour l'enlever, et quant à vous, rassemblez vos affaires, vous êtes finis ici. » Sarah sentit le cœur de la petite fille martelé contre le sien, l'enfant s'accrochant à son uniforme maintenant, ses petits doigts agrippant le tissu si fort que ses articulations étaient blanches. « Je ne la quitte pas » dit Sarah en levant les yeux vers Gilles. « Elle est non-verbale. Gilles, elle est perdue, vous ne pouvez pas simplement la jeter sous la pluie au milieu de Paris. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?»« Ce n'est pas notre problème » cria Véronique. « Elle a ruiné mes chaussures. »« Ses chaussures ?» hurla Sarah en retour, sa voix se brisant. « C'est un être humain. Je me fiche de vos chaussures et je me fiche de ce travail s'il exige que je sois un monstre comme vous. » Des halètements parcoururent la salle, personne ne parlait ainsi à Véronique de Valois. « Sécurité » hurla Gilles en faisant signe aux deux hommes costauds debout près de l'entrée, « sortez-les toutes les deux maintenant. » Les gardes de sécurité, semblant mal à l'aise mais obligés de suivre les ordres, s'avancèrent. « Mademoiselle, » dit doucement l'un des gardes à Sarah, « ne rendez pas les choses plus difficiles, nous devons vous escorter dehors. » Sarah se leva, soulevant la fille dans ses bras. L'enfant était lourde, mais l'adrénaline donnait à Sarah une force surhumaine. « Je pars » dit Sarah en fixant Véronique, « mais pas parce que vous me l'avez dit, parce que je ne laisserai pas cette petite fille respirer le même air que vous. » Sarah se tourna vers la porte, tenant l'enfant tremblante, sans plan, sans voiture, venant de perdre sa seule source de revenus, mais elle n'allait pas lâcher la fille. Juste au moment où elle atteignait la poignée en laiton de la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit avec force, une rafale de vent et de pluie s'engouffrant dans le restaurant, suivi d'un homme qui semblait avoir couru un marathon. Il était trempé jusqu'aux os, son costume italien sur mesure ruiné par l'orage, ses cheveux noirs plaqués sur son front et ses yeux gris acier, terrifiants, scannaient la pièce frénétiquement. Derrière lui se trouvaient 2 policiers et un garde du corps personnel. La présence de l'homme était si imposante qu'elle aspira l'oxygène de la pièce. Ce n'était pas juste un client riche, c'était le pouvoir personnifié, c'était Étienne Delacroix. Tout le monde connaissait Étienne Delacroix, le milliardaire de la technologie qui avait revitalisé à lui seul le quartier des affaires de la Défense, connu pour être impitoyable dans les conseils d'administration, froid avec la presse et totalement secret sur sa vie privée. « Que personne ne bouge !» rugit Étienne, sa voix tonnant comme le tonnerre. La mâchoire de Gilles tomba et il se précipita en avant, enjambant l'eau renversée,
un sourire obséquieux plaqué sur son visage. « Monsieur Delacroix, quel honneur! Nous ne savions pas que vous veniez. S'il vous plaît, laissez-nous vous trouver une table sèche, nous avons juste une petite situation avec de la racaille. » Étienne Delacroix ne regarda même pas Gilles, il repoussa le gérant comme s'il s'agissait d'un meuble gênant, ses yeux se verrouillant sur Sarah, ou plutôt sur le paquet dans les bras de Sarah, Léa. Le cri était brut, rempli de la panique désespérée d'un père. La petite fille dans les bras de Sarah leva la tête, vit l'homme et laissa échapper un petit son gargouillant. P.A. Sarah resta figée, son esprit s'emballant. Le milliardaire, c'était la fille du milliardaire. Étienne se précipita vers elle, tombant à genoux sur le sol mouillé juste devant Sarah. Se moquant de la boue ou du public, il tendit les mains, tremblant, et toucha doucement le visage de la fille. « Oh mon Dieu, merci, merci !» chuchota Étienne, les larmes se mélangeant à la pluie sur son visage. Il leva les yeux vers Sarah, et pendant une seconde, Sarah crut qu'il allait crier sur elle aussi, ses yeux intenses cherchant les siens. « L'avez-vous trouvée » demanda-t-il, sa voix rauque. Était-elle dehors sous la pluie? Elle est entrée en errant, réussit à dire Sarah, sa voix à peine un murmure, terrifiée. J'essayais juste de la garder en sécurité. Étienne regarda la façon dont sa fille s'accrochait à Sarah. Léa, qui détestait notoirement être touchée par des inconnus, enfouissait son visage dans le cou de Sarah. Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Véronique de Valois s'éclaircit la gorge, n'ayant visiblement pas lu l'ambiance ou peut-être que son ego était tout simplement trop grand pour percevoir le danger. « Oh, monsieur Delacroix !» dit Véronique en riant nerveusement, essayant de reprendre la vedette, « cette enfant malheureuse est-elle la vôtre? Eh bien, vous devriez vraiment la tenir mieux en laisse, elle est entrée ici comme un animal sauvage, ruinant le dîner, cassant des choses. Cette serveuse allait justement être virée pour avoir encouragé son mauvais comportement. Je disais justement au gérant que... » Étienne se leva lentement, se dressant de toute sa hauteur, dominant tout le monde. Il ne regarda pas sa fille cette fois, il tourna la tête lentement, ses yeux se verrouillant sur Véronique de Valois, et la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Qu'est-ce que vous venez de dire » demanda Étienne, sa voix dangereusement calme. « J'ai dit. » Véronique vacilla légèrement mais continua. « Elle a ruiné mes chaussures, et cette serveuse, elle m'a attaqué verbalement, c'était une scène, honnêtement, l'enfant est clairement perturbé. » Étienne la fixa pendant un long moment, puis il regarda Gilles qui tremblait, puis il regarda les gardes de sécurité qui se tenaient à quelques centimètres de Sarah. « Vous la viriez » demanda Étienne en pointant Sarah du doigt. « Eh bien, monsieur, couina Gilles, elle était insubordonnée, elle refusait d'enlever l'enfant quand mademoiselle de Valois s'est plainte. » Étienne regarda de nouveau Sarah. Il vit l'inclinaison défiante de son menton, la façon protectrice dont elle tenait sa fille, la peur dans ses yeux qu'elle essayait de cacher, il vit la boue sur ses genoux où elle s'était agenouillée sur le sol, et il regarda sa fille qui était en sécurité et au sec dans les bras de cet inconnu. La réaction d'Étienne fut instantanée. Il ne hurla pas, il ne cria pas, il rit, un rire froid et sec qui n'avait aucun humour. « Vous viriez la seule personne dans cette pièce qui a une âme, » dit Étienne. Il se tourna vers son garde du corps. « James. »« Oui, monsieur. »« Mettez le propriétaire de cet immeuble au téléphone maintenant. »« Monsieur Delacroix, » bégaya Véronique, « mon père possède cet immeuble. »« Plus pour longtemps, » dit Étienne, ses yeux brûlants. « Et quant à vous, » il s'approcha de Véronique, « vous vous inquiétez pour vos chaussures? Vous devriez vous inquiéter pour votre avenir, car personne ne traite ma fille comme un animal et ne s'en tire. » Il se tourna vers Sarah, son expression s'adoucissant instantanément. « Quel est votre nom? »« Sarah, » chuchota-t-elle, « Sarah Martin. »« Sarah, » dit Étienne en tendant la main, « s'il vous plaît, donnez-moi ma fille, et ensuite j'aurai besoin que vous veniez avec moi, nous avons beaucoup à discuter. » Le restaurant entier regarda dans un silence stupéfait le milliardaire prendre son enfant, envelopper sa propre veste de costume autour des épaules de Sarah et la conduire hors de la porte, laissant un gérant viré et une mondaine humiliée dans son sillage. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En fait, le véritable drame ne faisait que commencer, car Sarah pensait d'avoir simplement fait une bonne action, mais elle avait sans le savoir mis les pieds dans un réseau de secrets de famille, de dangers et d'une lutte pour la garde dont elle était maintenant un témoin clé. L'arrière de la Maybach était plus silencieux qu'une cathédrale, à l'exception du bruit rythmique de la pluie contre les vitres teintées. Sarah était assise sur le siège en cuir moelleux, frissonnant encore légèrement, bien que la chaleur du contrôle climatique de la voiture s'infiltrât lentement dans ses os. Sur le siège face à elle était assis Étienne Delacroix. De près, dépouillé de sa rage, il avait l'air épuisé, observant sa fille avec une intensité de faucon. Léa était recroquevillée à côté de Sarah, sa tête reposant sur les genoux de la serveuse, profondément endormie, la chute d'adrénaline ayant assommé la pauvre fille. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Étienne, sa voix graveleuse. Il tendit la main vers une carafe en cristal intégrée dans la console de la voiture et versa un verre d'eau, l'offrant à Sarah.
Vous lui avez sauvé la vie, je ne suis pas dramatique, si elle avait erré dans la circulation sur l'avenue Montaigne. Il s'arrêta, incapable de finir sa pensée. Sarah prit l'eau avec des mains tremblantes. Monsieur Delacroix, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, la corrigea brusquement Étienne, vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. J'ai vu les images sur mon téléphone avant d'entrer, mon équipe de sécurité a piraté les flux du restaurant au moment où l'alerte de périmètre s'est déclenchée. J'ai vu 20 personnes regarder une enfant terrifiée et ne rien faire. Vous étiez la seule à bouger. Sarah baissa les yeux sur le visage endormi de Léa. Elle me rappelle mon frère Théo, il est aussi sur le spectre, je sais à quel point le monde peut être bruyant pour eux. L'expression d'Étienne s'adoucit, une fissure apparaissant dans son armure de milliardaire. Elle est non-verbale, elle comprend tout, mais les mots, ils restent coincés. Depuis que sa mère est partie il y a 3 ans, elle n'a pas prononcé un seul mot. Jusqu'à ce soir, Sarah leva les yeux, surprise. Elle a parlé ce soir, elle m'a appelé PA, dit Étienne, un sourire triste effleurant ses lèvres, elle n'a pas fait ça depuis des années. La voiture tourna doucement, entrant dans le quartier riche de Neuilly-sur-Seine, les lampadaires défilant rapidement. Monsieur Delacroix, commença Sarah, la réalité s'abattant de nouveau sur elle, autant j'apprécie le trajet, autant j'ai besoin d'être déposé à mon appartement rue des Lilas, et je dois comprendre ce que je vais faire, je viens de perdre mon travail et le loyer est du mardi. Étienne la regarda, ses yeux gris l'évaluant, non pas de manière prédatrice, mais d'une manière calculatrice et professionnelle. Vous ne retournez pas rue des Lilas ce soir, déclara platement Étienne. Sarah se raidit. Pardon. Je ne peux pas vous laisser partir, dit Étienne, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Écoutez-moi attentivement, Sarah. Léa s'est échappée d'un domaine sécurisé. Ma maison est une forteresse, nous avons des capteurs de mouvement, des gardes et des verrous biométriques. Une fille de 7 ans ne sort pas simplement de ma maison pour marcher 5 kilomètres jusqu'à un restaurant. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie parcourut l'échine de Sarah. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que quelqu'un l'a laissée sortir, chuchota sombrement Étienne. Quelqu'un à l'intérieur voulait qu'elle se perde, quelqu'un voulait qu'elle soit blessée. Pourquoi? Demanda Sarah horrifiée. À cause de l'audience pour la garde, répondit Étienne en se frottant les tempes. Mon ex-femme Isabelle est revenue en ville la semaine dernière. Elle veut la garde complète, non pas parce qu'elle aime Léa, mais parce que le fonds fiduciaire de Léa vaut 300 millions d'euros. Si je suis prouvé être un père négligent, disons si ma fille erre dans un restaurant animé et cause une scène, Isabelle gagne, elle obtient la fille et elle obtient l'argent. Sarah couvrit sa bouche. C'est diabolique. C'est ma vie, dit Étienne sinistrement. Et en ce moment, Léa vous fait confiance. Vous êtes la seule variable dans cette équation qui n'a pas été compromise. Si je vous dépose à votre appartement, vous êtes vulnérable. Véronique de Valois est mesquine, et mon ex-femme est dangereuse. S'ils découvrent que vous êtes le témoin qui a sauvé Léa, ils viendront pour vous. Sarah regarda la fille endormie, sentant une envie protectrice féroce monter en elle à nouveau. Alors, que suggérez-vous? Venez à la maison avec nous, dit Étienne, juste pour ce soir. J'ai une aile d'invité, vous serez en sécurité. Et franchement, je ne pense pas que Léa vous laissera partir. Regardez. Sarah baissa les yeux. Même dans son sommeil, la main de Léa agrippait le cordon du tablier de Sarah si fort que ses articulations étaient blanches. Une nuit, chuchota Sarah, mais seulement parce que je ne veux pas la réveiller. Étienne hocha la tête, sortant son téléphone. Une nuit est tout ce que je demande. Et Sarah, ne vous inquiétez pas pour votre loyer. Je viens d'acheter l'immeuble où vous vivez. La mâchoire de Sarah tomba. Vous quoi? J'ai acheté le complexe d'appartements rue des Lilas pendant que nous étions arrêtés au feu rouge, dit Étienne avec désinvolture en tapotant son écran. Vous ne serez pas expulsé. Considérez cela comme un acompte sur ma gratitude. Le domaine de la Croix était moins une maison qu'un château, des portes en fer massif s'ouvrant à l'approche de la voiture, révélant un manoir en pierre tentaculaire éclairé contre le ciel nocturne. C'était magnifique, mais froid, cela semblait isolé. Lorsque la voiture s'arrêta, les portes d'entrée du manoir s'ouvrirent à la volée. Une femme en uniforme d'infirmière blanc immaculé dévala les marches, suivie d'une femme plus âgée en robe de gouvernante. La femme en blanc était Jessica Tourneur, la nounou actuelle de Léa. Elle était belle d'une manière anguleuse et tranchante, avec des cheveux blonds tirés en un chignon sévère, elle semblait frénétique, mais Sarah remarqua que ses yeux étaient secs. « Oh, monsieur Delacroix !» cria Jessica en se précipitant vers la portière de la voiture alors que le chauffeur l'ouvrait. « Est-elle là ?»« Oh, Dieu merci, je vérifiais le placard à linge, et quand je suis revenu, elle était juste partie, j'ai été frénétique. » Étienne sortit de la voiture en premier,
se dressant de toute sa hauteur, empêchant Jessica d'atteindre le siège arrière. « Vous vérifiez le linge ?» demanda Étienne, sa voix trompeusement calme. « Oui, j'ai tourné le dos une seconde, » dit Jessica en se tordant les mains. « Vous savez à quel point elle est rapide. Je sais que le verrou biométrique de la porte de la chambre nécessite une empreinte digitale pour s'ouvrir de l'intérieur, » dit Étienne en s'approchant d'elle, « et les empreintes de Léa ne sont pas dans le système. Donc, à moins que ma fille n'ait poussé des ailes et ne se soit envolée par la fenêtre, quelqu'un a ouvert la porte pour elle. Et ensuite quelqu'un a désactivé l'alarme périmétrique pendant exactement 3 minutes entre 18h45 et 18h48. » Le visage de Jessica devint pâle. « Monsieur, sûrement vous ne pensez pas. » James, Étienne fit signe à son garde du corps, escortez mademoiselle Tourneur au portail. Elle est licenciée immédiatement. Si elle revient sur la propriété, faites-la arrêter pour intrusion et mise en danger d'enfant. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Jessica, son acte frénétique tombant instantanément pour révéler une pure colère. Vous avez besoin de moi. L'audience au tribunal est dans 2 jours. Si vous me virez, je dirai au juge que vous êtes instable. Sortez-la de ma vue, grogna Étienne. Alors que le garde du corps traînait une Jessica hurlante au loin, Sarah sortit de la voiture, portant Léa endormie. La vieille gouvernante, Madame Higgins, s'avança, le visage marqué par le soulagement. « Oh, la pauvre petite. Ici, mademoiselle, laissez-moi la prendre. » Mais alors que Madame Higgins tendait la main, Léa remua, elle ne se réveilla pas complètement, mais elle sentit le transfert, laissant échapper un gémissement aigu et se débattant, s'accrochant plus fort à Sarah. « CHHH, c'est bon, je te tiens », apaisa Sarah en la berçant doucement. Léa se calma instantanément. Madame Higgins regarda Étienne, les yeux écarquillés. « Je ne l'ai jamais vue s'attacher à une étrangère comme ça, monsieur, jamais. »« Ce n'est plus une étrangère, » dit Étienne en regardant Sarah avec un nouveau respect. « Sarah, amenez-la à l'intérieur, séchons-nous tous les deux. » À l'intérieur, le manoir était un musée de marbre et de feuilles d'or, mais il manquait de chaleur, il ressemblait à un hôtel, pas à une maison. Sarah porta Léa jusqu'au grand escalier, guidé par Étienne, vers une chambre peinte en lavande douce et rose. Sarah posa Léa sur le lit, mais au moment où elle essaya de s'éloigner, les yeux de Léa s'ouvrirent grands, larges de panique, et elle tendit la main, saisissant celle de Sarah. « Reste !» chuchota Léa. C'était à peine audible, rauque par manque d'usage, mais c'était un mot. Étienne, debout dans l'encadrement de la porte, se figea, regardant Sarah, stupéfait. Elle a encore parlé. Sarah s'assit sur le bord du lit, caressant les cheveux de Léa. « Je ne vais nulle part, ma chérie, je suis juste là. » Étienne entra dans la chambre, regardant l'espace vide où la nounou avait l'habitude d'être, puis Sarah, qui portait un uniforme de serveuse sale et semblait plus naturelle avec sa fille que n'importe quel professionnel qu'il avait jamais embauché. « Sarah, » dit Étienne doucement, « j'ai une proposition pour vous. » Sarah leva les yeux. « Monsieur Delacroix, je suis serveuse, je n'ai pas de diplôme en développement de l'enfant. »« Je n'ai pas besoin de diplôme, » dit Étienne en s'asseyant dans un fauteuil face au lit. « J'ai engagé les meilleurs docteurs du pays, ils traitaient Léa comme un rat de laboratoire. Vous l'avez traitée comme une personne. » Il se pencha en avant. « Je veux vous embaucher comme sa compagne et gardienne à temps plein. Vous vivrez ici, vous aurez un salaire de 10 000 € par mois, une couverture complète, et je paierai pour l'établissement de soins de votre frère. J'ai fait une vérification des antécédents pendant le trajet, je sais pour Théo. » Le cœur de Sarah manqua un battement. 10 000 par mois, cela changerait sa vie, cela changerait la vie de Théo, mais la peur dans ses tripes demeurait. « Pourquoi cette offre soudaine ?» demanda Sarah. « Est-ce juste parce qu'elle m'aime bien ?»« Non, » dit Étienne, son visage s'assombrissant, « c'est parce que j'ai trouvé ceci dans le sac de Jessica avant de la jeter dehors. » Il fouilla dans sa poche et sortit un morceau de papier froissé qu'il tendit à Sarah. C'était un reçu de virement bancaire, un transfert de 50 000 € sur le compte de Jessica Tourneur plus tôt ce matin-là, le nom de l'expéditeur clairement visible en haut, Isabelle Valmont. « Mon ex-femme a payé la nounou pour perdre ma fille, » dit Étienne, sa voix tremblant d'une rage contenue. « Ils essaient de me détruire, Sarah, et ils sont prêts à blesser Léa pour le faire. J'ai des gardes de sécurité, j'ai des avocats, mais je n'ai personne à l'intérieur de cette maison en qui je puisse avoir confiance. J'ai besoin d'yeux sur elle, j'ai besoin de quelqu'un qui sauterait devant un bus ou un gérant de restaurant hurlant pour elle. » Il regarda profondément dans les yeux de Sarah. « Nous aiderez-vous? La protégerez-vous » Sarah regarda le reçu, puis la fille endormie tenant sa main. Ce n'était plus juste un travail, c'était une guerre, et cette petite fille était la cible. « Je le ferai, » dit fermement Sarah, « mais nous le faisons à ma façon. Plus de la traiter comme une prisonnière,
et si votre ex-femme s'approche d'elle, je ne vais pas rester là à rien faire. Ça, dit Étienne, une lueur dangereuse dans les yeux, c'est exactement ce sur quoi je compte. Juste à ce moment-là, un fracas bruyant résonna du rez-de-chaussée, le son de verre brisé. Étienne se leva instantanément, se dirigeant vers la porte. « Restez ici, verrouillez la porte. »« Qu'est-ce que c'était » demanda Sarah, son pouce accélérant. « Ça, » dit Étienne en sortant une petite arme de poing élégante d'un coffre-fort biométrique au mur, « c'est probablement un huissier, ou si nous sommes malchanceux, c'est Isabelle elle-même. » Le fracas fut suivi par le bruit de talons au claquant sèchement contre le marbre du foyer, un son qui résonnait comme des coups de feu dans la maison silencieuse. Étienne baissa son arme, mais ne la rangea pas, il fit signe à Sarah de fermer la porte de la chambre. « Verrouillez-la » mimata-t-il, « n'ouvrez pas à moins d'entendre ma voix. » Sarah hocha la tête, le cœur battant contre ses côtes, elle enclencha le lourd verrou et pressa son oreille contre le bois d'acajou. À côté d'elle, Léa avait tiré la couette sur sa tête. Tremblant violemment, la petite fille savait qui était en bas. La réaction était viscérale, une terreur si profonde qu'elle rendait l'air de la pièce lourd. En bas, la confrontation était explosive. « Sortez !» La voix d'Étienne tonna, faisant trembler le plancher. « Est-ce ainsi que tu accueilles la mère de ton enfant ?» ronronna une voix de femme, douce, cultivée et dégoulinante de malice. « J'ai une clé, Étienne, où je l'avais jusqu'à ce que tu changes les serrures comme un enfant gâté. J'ai dû casser une fenêtre pour entrer, tu entendras parler de mon avocat pour les dommages à ma manucure. Tu as perdu tes privilèges de clé quand tu as abandonné Léa il y a 3 ans pour te trouver toi-même à Monte-Carlo. » Cracha Étienne. « Que fais-tu ici, Isabelle ? » ?»« Je suis ici pour récupérer ma fille, » répondit Isabelle Valmont, et Sarah pouvait pratiquement entendre le sourire narquois dans sa voix. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident. Un petit oiseau m'a dit qu'elle avait été trouvée errant dans les rues comme une mendiante. Clairement, tu es inapte à t'occuper d'elle, je la prends ce soir. »« Sur mon cadavre, » grogna Étienne. « Ne me tente pas, chérie, » rit Isabelle. « J'ai une ordonnance du tribunal en attente, mais puisque tu es difficile, j'ai amené des amis. » Il y eut une bousculade, le bruit de bottes lourdes. La police ? Non, sécurité privée, Isabelle avait amené des muscles loués. Le cœur de Sarah s'emballa, elle regarda Léa qui était recroquevillée en position fétale, ses mains plaquées sur ses oreilles. Sarah réalisa avec un choc que Léa n'était pas seulement autiste, elle était traumatisée. Ce n'était pas une surcharge sensorielle, c'était une réponse de stress post-traumatique à la voix de sa mère. « Tu veux la voir ?» demanda Étienne, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Tu veux voir la fille que tu n'as pas appelée en 6 mois ? La fille dont tu as manqué l'anniversaire ? » J'étais occupé, balaya Isabelle, arrête le mélodrame. Où est-elle ? En haut avec cette nouvelle infirmière ? J'ai entendu dire que tu en avais engagé une autre. J'espère que celle-ci est moins chère que la dernière. Sors de ma maison, dit Étienne, et Sarah entendit le clic distinct de la sécurité de son arme s'enlever. Il y eut une pause, un silence lourd et suffocant. Tu n'oserais pas, chuchota Isabelle. Je protège ma fille d'un intrus, dit Étienne. Tu es entré par effraction, tu menaces la sécurité d'une mineure, j'ai tout à fait le droit légal de défendre ce domicile. Tu as 10 secondes, Isabelle. Tu es fou, siffla Isabelle. Tu es vraiment fou, c'est exactement ce que je vais dire au juge vendredi. Tu es violent, tu es instable. 7 secondes, compta Étienne. Bien, hurla Isabelle, je pars. Mais marque mes mots, Étienne, vendredi, je prends tout, la maison, l'argent et la fille. Et une fois que je l'aurai, elle ira directement dans un internat en Suisse, je n'aurai pas un embarras muet ruinant ma vie sociale. La porte d'entrée claqua, si fort que les fenêtres tremblèrent. Sarah laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait, glissant au sol, le dos contre la porte, ses mains tremblant. Elle rampa vers le lit et retira la couette. Léa était pâle, ses yeux larges et vitreux. « Elle est partie », chuchota Sarah en lissant les cheveux en sueur de Léa. « La méchante dame est partie, elle ne peut pas te faire de mal. » Léa fixa Sarah, puis lentement, elle tendit la main et toucha le visage de Sarah, ses petits doigts traçant la mâchoire de la jeune femme. « Maman !» chuchota Léa. Sarah se figea. « Non, ma chérie, je suis Sarah. » Léa secoua la tête violemment. Elle pointa la porte où Isabelle avait été, puis fit un mouvement de tranchant sur sa gorge, puis elle pointa Sarah et plaça sa main sur son propre cœur. « Maman, méchante !» croassa Léa. « Sarah, reste. » La poignée de la porte s'agita, Sarah sursauta, mais ensuite la voix d'Étienne traversa le bois. « Sarah, c'est moi, c'est sûr. » Sarah déverrouilla la porte. Étienne se tenait là, semblant 10 ans plus vieux qu'il y a 1 heure, il rangea l'arme et passa une main dans ses cheveux. « Elle est partie, »
dit-il, la voix creuse. Mais elle a raison sur une chose, l'audience est vendredi, et elle a un requin comme avocat. Ils vont utiliser ce soir contre moi, ils diront que je l'ai perdue, qu'elle a échappé à mes soins, ils tourneront l'incident de l'arme comme moi étant instable. Il regarda sa fille, la défaite assombrissant ses yeux. Je pourrais la perdre, Sarah. J'ai tout l'argent du monde, et je ne peux pas arrêter cette femme. Sarah se leva, un feu s'allumant dans ses tripes, le même feu qu'il avait fait tenir tête à Véronique de Valois dans le restaurant. Non, dit fermement Sarah, vous ne la perdrez pas, parce que je vais témoigner. Étienne la regarda. Sarah, ils vont vous déchiqueter. Ils creuseront dans votre passé, ils vous feront honte d'être une serveuse, ils diront que nous couchons ensemble. Laissez-les faire, dit Sarah en levant le menton. J'ai vu comment cette petite fille a regardé quand elle a entendu la voix de sa mère. Ce n'était pas une enfant à qui sa maman manquait, c'était une victime entendant son bourreau. Léa a une histoire à raconter, Étienne, elle a juste besoin d'aide pour la raconter. Les 2 jours suivants furent un flou de préparation. Le manoir de la Croix se transforma en salle de guerre, des avocats en costumes coûteux campant dans la bibliothèque, rédigeant des motions et des déclarations sous serment. Sarah, cependant, resta dans la chambre d'enfant. Son travail était simplement d'être là, mais elle le prit au sérieux. Elle observa Léa avec les yeux de quelqu'un qui avait passé une vie à veiller sur son frère vulnérable, et elle remarqua des choses que les médecins avaient manquées. Elle remarqua que Léa n'était pas juste non-verbale, elle était sélectivement muette. Léa fredonnait des mélodies parfaites de Mozart. Elle chuchotait aux oiseaux dans le jardin, mais au moment où un téléphone sonnait ou qu'une voix forte parlait, elle se fermait. Le jeudi après-midi, la veille du procès, Sarah était assise sur le sol à jouer avec Léa. La pluie avait enfin cessé et un soleil faible filtrait à travers les hautes fenêtres. Léa jouait avec son ours en peluche, la chose borgne et délabrée qu'elle avait portée dans le restaurant. Elle traitait l'ours avec la révérence d'une relique sainte. « Quel est son nom » demanda Sarah en dessinant sur un carnet. « Ours » chuchota Léa. « Est-ce que Ours a un secret » demanda Sarah d'un ton enjoué. C'était un jeu qu'elle jouait avec Théo pour le faire s'ouvrir. Léa s'immobilisa, elle regarda la porte, vérifiant si quelqu'un regardait, puis elle se pencha près de Sarah, ses yeux immenses. « Ours, c'est… » chuchota Léa. « Que c'est Ours » demanda doucement Sarah. Léa tendit l'ours à Sarah, elle pointa l'estomac de l'ours. Sarah prit le jouet, il semblait grumeleux. Au début, elle pensa que c'était juste du vieux rembourrage qui s'agglutinait, mais en pressant le ventre, elle sentit un objet rectangulaire dur. Elle retourna l'ours. Le long de la couture arrière, cachée sous la fourrure emmêlée, se trouvait une minuscule fente velcro presque invisible. C'était une précision chirurgicale, pas la façon dont les jouets sont habituellement fabriqués. Le cœur de Sarah commença à battre la chamade, elle écarta le velcro. À l'intérieur, enfoui profondément dans le rembourrage, se trouvait un petit appareil noir, un enregistreur vocal numérique, pas un enregistreur de jouets, mais un dictaphone haut de gamme, le genre que les journalistes ou les avocats utilisent. La lumière rouge clignotait faiblement, batterie faible. « Léa » souffla Sarah, « qui a mis ça ici ?» Léa se pointa elle-même, puis elle pointa la fenêtre. « Jessica » chuchota-t-elle. « Jessica, peur. Jessica, cache. » Sarah réalisa instantanément ce qui s'était passé. Jessica Turner, la nounou qui avait été virée, n'avait pas seulement été négligente, elle collectait une assurance. Elle devait savoir qu'elle travaillait pour une femme dangereuse en Isabelle et avait caché l'enregistreur dans le seul endroit où personne ne vérifierait, le jouet préféré de l'enfant, probablement pour enregistrer ses propres interactions afin de prouver qu'elle ne maltraitait pas la fille. Mais qu'avait-il enregistré d'autre? Sarah appuya sur le bouton lecture, l'audio crépita d'abord, étouffé par le rembourrage, Sarah monta le volume. Clic. Je me fiche de la façon dont tu le fais, fais-le juste. Une voix de femme siffla, c'était Isabelle. Sarah halta. L'horodatage sur l'affichage numérique montrait la date. Il y a 2 jours, 17h30, juste quelques heures avant que Léa n'apparaisse au restaurant. Mademoiselle Valmont, je ne peux pas, vint la voix de Jessica, tremblante, si monsieur Delacroix découvre que j'ai désactivé l'alarme. Il ne découvrira pas, claqua Isabelle. Écoute-moi, espèce de fille stupide, je te paie 50 000 €. Tu ouvres la porte de la chambre, tu éteins le capteur du portail latéral, tu laisses la sale gosse sortir. Elle errera en bas de la colline, la police la ramassera, Étienne sera accusé de négligence. J'obtiens la garde, tu obtiens ton argent. Mais si elle est blessée? Il pleut, elle a 7 ans. Je me fiche qu'elle se fasse renverser par un bus. Hurla Isabelle sur l'enregistrement, la malice était si pure qu'elle glaça le sang de Sarah. J'ai juste besoin qu'elle soit hors de cette maison pour que le juge voie Étienne comme incompétent. Le fonds fiduciaire ne paie pas à moins que j'ai la garde physique complète. Maintenant,
Fais-le ou je dirai à tout le monde pour ta petite habitude de drogue que tu essaies de cacher. Clic. L'enregistrement se termina. Sarah resta figée sur le sol de la chambre d'enfant, la pièce tournait. Ce n'était plus juste une bataille pour la garde, c'était une tentative de meurtre. Isabelle avait sciemment envoyé sa fille non verbale dans une tempête, espérant qu'elle se perdrait ou serait blessée juste pour gagner un procès. Sarah. Étienne se tenait dans l'encadrement de la porte, il avait l'air épuisé, tenant une tasse de café. Tout va bien? On dirait que vous avez vu un fantôme. Sarah se leva lentement, serrant l'enregistreur si fort que sa main lui faisait mal. Elle regarda Étienne, ses yeux brûlants de larmes de rage et de soulagement. Appelez votre avocat, dit Sarah, sa voix tremblante. Appelez la police et dites-leur que nous avons la preuve irréfutable. Étienne fronça les sourcils, s'approchant. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous trouvé? Sarah appuya sur lecture. Étienne écouta la voix d'Isabelle remplir la pièce. Je me fiche qu'elle se fasse renverser par un bus. Le visage d'Étienne traversa une transformation. L'épuisement disparut, remplacé par un regard de fureur pure et terrifiante, il devint blanc, puis rouge, il saisit le cadre de la porte pour se stabiliser. Lorsque l'enregistrement se termina, le silence dans la chambre était assourdissant. Étienne regarda sa fille, qui coloriait joyeusement une image d'arc-en-ciel, inconsciente du fait qu'elle venait de sauver sa propre vie. Il marcha vers Sarah et prit l'enregistreur avec des mains tremblantes, il la regarda, et pour la première fois, Sarah vit des larmes dans les yeux du milliardaire. « Vous l'avez fait, » chuchota-t-il, « vous nous avez sauvés. »« Pas encore, » dit Sarah, sa mâchoire se serrant, « nous devons survivre demain. Elle va être dans cette salle d'audience et elle ne sait pas que nous avons ça. » Étienne hocha la tête lentement, un sourire froid et prédateur toucha ses lèvres, le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. « Non, » dit Étienne, « elle ne le sait pas. Et nous n'allons pas lui dire. Nous allons la laisser mentir au juge, nous allons la laisser creuser sa propre tombe, et ensuite nous allons l'enterrer. » Le tribunal judiciaire de Paris était bondé, la presse ayant eu vent de la bataille pour la garde impliquant le milliardaire le plus reclus de la ville, et la galerie était une mer de journalistes et de curieux. Sarah était assise au deuxième rang derrière la table de la défense, ses mains jointes fermement sur ses genoux, vêtue d'une robe bleu marine simple qu'Étienne avait achetée pour elle, ressemblant moins à une serveuse et plus à la gardienne qu'elle était devenue. À côté d'elle était assise Madame Higgins, la gouvernante, qui serrait un chapelet. À la table du plaignant était assise Isabelle Valmont. Elle était une vision d'innocence calculée, portant un tailleur couleur crème modeste, un maquillage minimal et un collier de perles, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir en dentelle chaque fois que le juge regardait dans sa direction. Pour le monde extérieur, elle était la mère éplorée se battant pour son enfant. Pour Sarah, elle était une vipère attendant de frapper. « La cour !» annonça l'huissier. La juge Harriet Roche entra, une femme sévère aux cheveux gris et à la réputation d'avoir une tolérance zéro pour les théâtres judiciaires. Elle s'assit, ajusta ses lunettes et regarda les deux parties. « Nous sommes ici pour déterminer l'arrangement de garde permanent pour Léa Delacroix, » dit la juge Roche. « Monsieur Delacroix, votre ex-femme demande la garde complète sur la base d'allégations de négligence grave. Maître Leblanc, vous pouvez procéder. » L'avocat d'Isabelle, un homme gluant au sourire de requin, se leva et passa l'heure suivante à peindre Étienne comme un monstre bourreau de travail. Il montra des photos de l'incident du restaurant, il appela Gilles, le gérant viré, à la barre. Gilles, semblant en sueur et vindicatif, mentit éhontément. « Monsieur Delacroix était hors de contrôle, » témoigna Gilles, « il a menacé mon personnel, et l'enfant, elle semblait sauvage, affamée, il était clair qu'elle n'avait pas été soignée correctement. » Puis vint l'attaque sur Sarah. « Et que le dossier montre, » ricana l'avocat d'Isabelle en pointant Sarah, « qu'après avoir perdu sa nounou qualifiée, Monsieur Delacroix n'a pas engagé de professionnel, il a ramassé une serveuse dans le restaurant même où sa fille a été trouvée errante. Une femme avec 0 qualification en garde d'enfant, une femme qui loge actuellement dans son manoir. » La galerie murmura. Cela semblait mauvais, cela ressemblait à un scandale. Isabelle prit la barre en dernier, elle était une actrice digne d'un Oscar. « Je veux juste que mon bébé soit en sécurité, » sanglota Isabelle, sa voix tremblant. « Quand j'ai entendu qu'elle était dehors sous la pluie, mon cœur s'est arrêté, je n'ai pas pu dormir. » Étienne ne se soucie pas d'elle, il ne se soucie que de son entreprise. « S'il vous plaît, votre honneur, laissez-moi la ramener à la maison. » Étienne restait stoïque, sa mâchoire serrée, il ne regardait pas Isabelle, il regardait la table. La juge Roche semblait sympathique. « Merci, mademoiselle Valmont. Maître Rebecca, votre contre-interrogatoire. » L'avocate d'Étienne, une femme vive nommée Rebecca, se leva. Elle ne semblait pas inquiète, elle semblait ennuyée. « Mademoiselle Valmont, » dit Rebecca en marchant vers le podium, «
Vous avez déclaré que votre cœur s'est arrêté quand vous avez entendu que Léa était dehors sous la pluie, que vous étiez terrifié pour sa sécurité. Oui, renifla Isabelle, terrifiée. Et vous ne feriez jamais rien pour la mettre en danger. Jamais, s'écria Isabelle, semblant offensée, je suis sa mère. Et vous n'instruiriez certainement jamais personne d'autre pour la mettre en danger. Isabelle marqua une pause, ses yeux se rétrécissant légèrement. C'est une question absurde, bien sûr que non. Votre honneur, dit Rebecca en se tournant vers la juge, la défense souhaite soumettre une pièce à conviction. Pièce A, un enregistrement audio numérique trouvé à l'intérieur du jouet préféré de l'enfant, daté de 2 jours avant l'incident. Isabelle s'immobilisa, son visage perdit sa couleur instantanément. Objection, cria l'avocat d'Isabelle, nous n'avons pas vu cette preuve. Elle a été découverte tard hier, votre honneur, dit Rebecca calmement, et étant donné sa nature, elle est vitale pour la mise en accusation. Je l'autorise, dit la juge Roche en se penchant en avant. La salle d'audience devint silencieuse. Rebecca connecta un câble au système audiovisuel, un crépitement de statique remplit la pièce, et puis la voix d'Isabelle, forte et claire, résonna contre les hauts plafonds. Je me fiche qu'elle se fasse renverser par un bus. J'ai juste besoin qu'elle soit hors de cette maison pour que le juge voie Étienne comme incompétent. Les halètements de la galerie furent audibles, les journalistes commencèrent à taper furieusement sur leur téléphone. Isabelle se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. C'est faux. C'est de l'IA. Ils l'ont fabriqué. L'enregistrement continua. Maintenant fais-le ou je dirai à tout le monde pour ta petite habitude de drogue. Le visage de la juge Roche se transforma en pierre. Elle fixa Isabelle avec une expression de dégoût total. Asseyez-vous, mademoiselle Valmont, ordonna la juge. Mais, asseyez-vous. La juge Roche frappa de son marteau. L'enregistrement se termina, le silence qui suivit fut lourd, suffocant et absolu. Rebecca regarda Isabelle. Mademoiselle Valmont, est-ce votre voix? Je refuse de répondre, siffla Isabelle, sa façade s'effondrant pour révéler la laideur en dessous. La juge Roche n'attendit pas de plaidoirie finale. Elle rassembla ses papiers, prit une profonde inspiration et regarda la table du plaignant. En 20 ans sur le banc, dit la juge Roche, sa voix tremblant d'une colère contenue, j'ai vu beaucoup de batailles pour la garde laide, mais je n'ai jamais vu une mère souhaiter explicitement la mort de son propre enfant pour un gain financier. Votre honneur, si je peux. L'avocat d'Isabelle essaya d'intervenir. Vous ne pouvez pas, claqua la juge Roche. La pétition pour la garde est rejetée avec préjudice. De plus, j'accorde à Monsieur Delacroix la garde légale et physique exclusive et complète avec effet immédiat. J'émets également une ordonnance restrictive permanente contre mademoiselle Isabelle Valmont. Vous ne devez approcher Léa Delacroix sous aucun prétexte. La juge regarda l'huissier. Veuillez escorter mademoiselle Valmont à la cellule de détention. Je la tiens pour outrage et je recommande au procureur de la République d'engager des poursuites pour complot de mise en danger d'enfants et extorsion. Non, hurla Isabelle alors que l'huissier s'approchait d'elle, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis Isabelle Valmont. Mon père achètera ce tribunal. Alors qu'Isabelle était menottée et traînée hors de la salle d'audience, hurlant des profanités qui feraient rougir un marin, Étienne se tourna sur sa chaise, il regarda Sarah, il ne sourit pas, il laissa juste échapper un long souffle tremblant et hocha la tête. C'était un regard de profonde gratitude, ils avaient gagné. Le coucher de soleil ce soir-là était spectaculaire, peignant le ciel au-dessus du domaine de la Croix de teinte pourpre et or. Sarah était dans la chambre d'amis, pliant son uniforme de serveuse. Le procès était terminé, Léa était en sécurité, le travail était fait, elle supposait qu'elle retournerait à son appartement rue des Lilas. Étienne avait été gentil, mais elle connaissait sa place, elle était laide, elle partait. Sarah se retourna. Étienne était appuyé contre le cadre de la porte, il avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, il semblait détendu pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Léa se tenait à côté de lui, tenant l'ours borgne. Je supposais que vous n'aviez plus besoin de moi, bégaya Sarah. L'affaire judiciaire est terminée, vous avez la garde, je devrais probablement vous laisser tranquille. Étienne entra dans la pièce. Sarah, pensez-vous vraiment que c'était juste à propos de l'affaire judiciaire? N'était-ce pas le cas? Non, dit Étienne doucement, il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Vous avez sauvé la vie de ma fille dans ce restaurant, vous avez sauvé son âme dans cette maison, et vous avez sauvé notre avenir dans cette salle d'audience. Vous n'êtes pas laide, Sarah, vous êtes la famille. Léa lâcha la main de son père et marcha vers Sarah. Elle tira sur la main de Sarah. Sarah, dit Léa clairement, pas de bégaiement, pas de chuchotement. Oui, ma chérie. Sarah s'agenouilla. Reste, dit Léa. Puis elle fit quelque chose qui fit halter Étienne.
Elle enroula ses petits bras autour du cou de Sarah et l'embrassa sur la joue. « S'il te plaît, reste. » Sarah sentit les larmes piquer ses yeux, elle leva les yeux vers Étienne. « Je ne peux plus vous payer un salaire pour être témoin, » dit Étienne, une lueur espiègle dans les yeux qui fit battre le cœur de Sarah. « Mais je cherche une partenaire, quelqu'un pour m'aider à gérer cette maison, quelqu'un pour m'aider à élever cette fille incroyable, quelqu'un pour partager ma vie. » Il tendit la main et prit celle de Sarah, la tirant du sol pour qu'ils soient debout l'un près de l'autre. L'électricité entre eux était indéniable. « Je ne veux pas retourner au restaurant, » admit Sarah, sa voix à peine un murmure. « Bien, » sourit Étienne en se penchant, « parce que j'ai déjà acheté le restaurant et j'ai viré tout le monde. Je pensais le transformer en terrain de jeu intérieur pour Léa. Qu'en pensez-vous » Sarah ria, un son authentique et heureux. « Je pense que vous êtes fou. »« Fou de vous, » corrigea Étienne en l'embrassant. Le long cauchemar de la pluie et de la peur se dissolvait enfin. Dehors, le soleil plongeait sous l'horizon, mais à l'intérieur de la maison, pour la première fois depuis des années, tout était chaud, lumineux et plein d'amour. La serveuse avait sauvé le milliardaire, mais à la fin, ils s'étaient sauvés l'un l'autre.